Et là, on va s'intéresser à une entité de l'instabilité qui est l'épaule douloureuse et instable, qui est un cadre nosologique un peu particulier, qui est assez compliqué en fait à démembrer. Et à partir du moment où c'est compliqué à démembrer, c'est aussi complexe à traiter. Et c'est des patients chez qui on va passer pas mal de temps à la fois diagnostic et après en thérapeutique, et notamment à savoir ce qu'on doit faire ou rééduquer, opérer ou pas. En général, dans l'épaule douloureuse instable, donc quelqu'un qui vient pour une instabilité antérieure en rapport avec une luxation, c'est assez simple. Il vient, il dit je me suis luxé l'épaule, je suis tombé, on m'a emmené aux urgences, on m'a tiré dessus, il y a une radio avec une épaule luxée, donc il n'y a pas de diagnostic. D'accord. Dans l'épaule douloureuse instable, il y a instable, mais finalement, c'est pas forcément ce que va verbaliser le patient. Il va dire j'ai mal à l'épaule. J'ai mal à l'épaule, mais dans un certain contexte. Et tout va être de dans quel contexte et comment ça arrivé. Et donc là encore, l'examen clinique est un élément important. Et souvent, c'est donc des patients qui vont dire j'ai mal à l'épaule, j'ai une épaule douloureuse, pure, et on va retrouver, en les interrogeant, mais ça a commencé quand? Et en fait, on va retrouver un accident d'instabilité qui n'a pas abouti à une luxation. Donc pas d'urgence, pas de radio, pas tout ça. Et le patient, bon, il s'est dit je me suis fait mal en faisant du hand, j'ai eu un armé contré. Mais bon, voilà quoi. Après, je suis retourné jouer, mais c'était pas bien. J'étais pas bien, et maintenant, j'y arrive plus, je peux plus jouer. Donc, on va chercher des micro-traumatismes. Donc, quelqu'un qui va avoir un mouvement répétitif, ou alors un macro-traumatisme, mais qui est passé un peu comme un accident de parcours, mais sans gravité particulière. Le profil du patient qui a une épaule douloureuse instable, c'est un patient qui, en général, est jeune et qui va, en général, être sportif avec des sports qui vont utiliser l'épaule soit dans un mouvement de lancer, soit dans un mouvement d'armée. Et c'est des douleurs qui vont donc survenir de manière très positionnelle. Il faut s'intéresser à faire décrire au patient, mais quel mouvement vous gêne, à quel moment, qu'est-ce qui se passe, et est-ce que quand vous ne faites pas le mouvement, ça vous gêne ou pas. D'accord. Donc c'est souvent des douleurs. Les épaules douloureuses instables, c'est plutôt des micro-instabilités antérieures. Il peut y avoir des micro-instabilités postérieures, mais c'est beaucoup plus rare. Et c'est des patients qui vont en général avoir des douleurs dans une armée du bras. Donc je vous rappelle qu'une armée du bras, c'est le bras en abduction avec un mouvement de rotation externe, ce qu'on appelle la rotation externe 2. Donc je vous ai dit, il n'y a pas de luxation. Des patients qui vous disent non, ou parfois j'ai l'impression qu'elle va se déboîter, mais elle ne se déboîte pas, et qui ont une perte de la rotation externe, parce que ça les gêne en fait d'aller en rotation externe. Et ici, vous voyez un patient avec en RE2 à gauche la perte de rotation externe par rapport au côté droit. L'examen clinique après, on va s'intéresser à rechercher ce que Geoffroy a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire des signes d'hyperlaxité, une laxité antéro-postérieure avec la recherche d'un tiroir, une laxité inférieure qui est une atteinte des structures ligamentaires inférieures avec un sulcus. Et ici, vous voyez le coup de hache externe sous l'acromion. En fait, on peut tellement décoapter la tête vers le bas qu'on arrive à créer un coup de hache externe au patient. On va chercher des signes d'hypermobilité articulaire, la capacité de mettre le pouce sur l'avant-bras, une hyper-rotation externe, c'est-à-dire plus de 90 degrés, et puis des hyperlaxités, des hyperextensions des coudes. L'examen physique continue, et là, on va s'intéresser à rechercher finalement dans quel sens ça part. Est-ce que ça va en avant? Est-ce que ça va en arrière? Et est-ce que le patient il a une appréhension? Est-ce que le fait de générer un mouvement de stress, ça va générer, outre de la douleur, de l'appréhension? En fait, souvent dans les épaules douloureuses instables, ils n'ont pas d'appréhension. Ils ont mal, c'est-à-dire que quand vous faites une armée du bras pour une instabilité antérieure, c'est des patients qui vont dire ça fait mal, mais ils ne vont pas vous dire j'ai peur de me luxer. Il faut dans ce cas-là faire un test de repositionnement, c'est-à-dire que vous venez repousser la tête vers l'arrière pour les instabilités antérieures. Donc vous venez créer une situation de stress qui amène la tête vers l'avant, vous poussez la tête vers l'arrière dans le même temps, et le patient dit « Ah ben non, ça va mieux ». Donc c'est le test de repositionnement, c'est la comparaison d'un test d'appréhension sans ramener la tête vers l'arrière versus un test d'appréhension avec ramener la tête vers l'arrière, et ça c'est pathognomonique. Un patient qui vient, qui a mal à l'épaule, qui fait du sport de lancer, qui vous dit j'ai eu mal sur un mouvement au handball, on m'a contré et après j'ai eu mal,
vous avez un test d'appréhension avec un test d'appréhension douloureux, mais sans vraie appréhension d'instabilité, et une douleur qui cède quand vous le repositionnez, vous savez que c'est un patient qui va avoir des lésions d'instabilité. À la fin de l'examen clinique, on est capable donc de dire si l'épaule elle est instable, dans quel sens ça va, est-ce que ça va en avant ou en arrière. Alors statistiquement, ça va quand même vraiment beaucoup plus en avant, il y a beaucoup moins d'instabilité postérieure, et puis Geoffroy vous fera le topo après. Est-ce qu'elle est multidirectionnelle? Geoffroy en a parlé. C'est est-ce que par hasard, il y a appréhension, elle va se présenter dans plusieurs sens, en bas, en arrière, en avant. Et est-ce que c'est sur un terrain d'hyperlaxité, ce qui est différent d'un terrain d'hypermobilité? D'accord, l'hyperlaxité, c'est plutôt pathologique, ce qui n'est pas forcément le cas de l'hypermobilité articulaire. Les examens d'imagerie qu'on va avoir, en général, ils sont assez pauvres. Alors là, je vous ai mis des examens d'imagerie qui sont très caricaturaux, mais qu'on va assez peu voir dans les examens d'instabilité, dans des épaules douloureuses et instables. Ici, vous avez une encoche postérieure de la tête humérale, qu'on appelle encoche de Malgaigne. Donc, c'est la tête qui vient frotter en permanence sur la glène. Un éculement du rebord antérieur de glène. Donc, comme la tête, elle frotte sur la glène, elle emmène aussi un morceau de glène. Et ça, vous avez la vision scanner avec l'encoche. Et puis ici, une lésion labrale. Vous avez le produit blanc qui vient au contact de l'os, là. Et ça veut dire qu'il y a une lésion labrale. Les lésions d'épaule douloureuses instables sont les mêmes que dans les épisodes de luxation. En général, juste, elles sont moins importantes. Se méfier, parce qu'il n'y a pas de parallélisme radioclinique. Il peut y avoir des patients qui ont une épaule douloureuse instable, qui souvent sont hypermobiles ou hyperlaxes, et qui vont avoir aucune lésion visible sur les examens complémentaires. Et pour autant, ils ont vraiment une épaule douloureuse instable. Je ferai la partie chirurgicale un peu après, mais si, pour vous montrer à quoi ça ressemble les lésions que je vous ai montrées dans la diapositive d'avant en arthroscopie, ici vous avez une lésion du ligament gléno-huméral inférieur. Donc là, on est en bas de l'épaule. C'est le hamac entre la tête de l'humérus et la glène. Ici, c'est le labrum inférieur. Et vous avez le ligament gléno-huméral inférieur qui est à peu près normal ici. Et vous voyez qu'il est distendu dans la partie là, inflammatoire. Donc ça, c'est la lésion de Hagel, c'est une désinsertion du ligament gléno-huméral inférieur sur le versant huméral. On peut en avoir sur le versant glénoïdien, mais c'est plus rare. Une lésion du labrum. Donc là, c'est un patient qu'on opère avec une lésion cartilagineuse en avant et le labrum qui est complètement décollé. Et là, on opère le patient, donc on finit de décoller le bourrelet. Et donc ça, c'est des lésions labrales, des décollements du bourrelet antéro-inférieur. Et puis vous avez enfin un dernier cadre pathologique en arthroscopie qui est une lésion qu'on dit glade, qui correspond à une avulsion à la fois du cartilage et du labrum. Donc ici, vous avez la glène, vous avez l'humérus, et vous avez du cartilage qui s'est complètement décollé de la glène, de l'os, et qui va continuer derrière sur le labrum. Et ça aussi, c'est des lésions qu'on peut voir, alors qui peuvent être difficiles à voir en examen complémentaire, mais qu'on peut être amené à voir en arthroscopie chez des patients qui ont des épaules douloureuses instables, parce que ça fait mal d'avoir cette lésion-là, et à chaque fois que la tête va partir un peu en avant, ça va venir pousser, décoller et créer de l'inflammation. Le traitement des épaules douloureuses instables est assez compliqué aussi, et c'est pas simple de trouver le bon équilibre. En général, on commence par faire de la rééducation. Et on essaye de faire un travail de réappropriation de l'épaule par le patient. Donc, de la reprogrammation du geste. Est-ce que le geste que le patient réalise, il est correct? Même chez un patient qui est sportif, habituel, pas forcément même de haut niveau, mais simplement intensif, qui a l'habitude de faire du sport. Hein. Je prends l'exemple du handball. On a des patients qui ont 30 ans, qui ne font pas du handball en compétition à haut niveau, mais qui sont en départemental, qui peuvent monter en régional, et qui vont, en fait, à cause du traumatisme, ils vont perdre la façon dont ils envisagent leur mouvement, et ils ne vont pas le faire correctement. Et simplement en reprogrammant le geste, en reprenant leur geste de sport, on peut les améliorer. Et puis évidemment, travailler le renforcement musculaire pour avoir un meilleur contrôle dynamique. Geoffroy l'a dit, la stabilité de l'épaule, c'est avant tout un contrôle dynamique de la coiffe des rotateurs et du deltoïde. Donc renforcer ces muscles, travailler les éléments proprioceptifs. Et puis, dans un certain nombre de cas, on opère les patients. Donc ici, c'est un Bankart. Donc, vous savez, le Bankart, on réinsère le bourrelet. Donc, c'est des patients qui, si on n'y arrive pas médicalement, eh ben, on va les opérer. Donc, on va faire une réinsertion du labrum. On va mettre des encres
qui vont permettre de venir réinsérer le labrum sur la glène. Ici, c'est le patient d'avant, donc il y a une lésion cartilagineuse associée, ce qui fait qu'on va mettre les encres un peu sur le cartilage pour venir couvrir avec le labrum l'intégralité de la lésion cartilagineuse. Et puis, on pourra ensuite réaliser la rééducation. Et donc, ça, c'est l'aspect après l'intervention chirurgicale. Et puis, comme vous l'a dit Geoffroy, il y a des nouvelles techniques, et notamment la stabilisation antérieure dynamique, dont l'acronyme est DAS, qui est une chirurgie qui a été décrite par un chirurgien, Philippe Collin et Alexandre Lederman, et qui consiste à venir réaliser une ténodèse du biceps à la glène. Alors, ici, c'est un patient qui a vraiment une épaule douloureuse instable, qui a une lésion labrale qu'on va aggraver transitoirement. On va préparer le labrum parce que tant qu'à faire, il est quand même bien le bourrelet. On pourrait aussi ne faire que le réparer. On va couper le biceps qu'on va récupérer en externe. Donc là, je suis à l'extérieur de l'articulation. Je vais récupérer mon biceps sous arthroscopie. Et puis je vais le sortir de l'épaule, sortir de la peau. Je vais passer des fils au travers. Et puis ensuite, je vais passer un guide qui passe derrière l'épaule et qui va venir me permettre de faire un trou à la partie antérieure de la glène. D'accord ? Et en fait, je vais utiliser une mèche qu'on utilise pour faire des ligamentoplasties de genou qui permet de faire des tunnels borgnes. Donc, je rentre la mèche comme ça et puis après, je vais la réenfoncer à rétro en revenant en arrière. Et je vais faire un tunnel borgne pour ensuite venir fixer mon biceps sur la glène. Une fois que j'ai fait mon trou borgne, je vais passer un fil qu'on appelle un fil relais qui va permettre de récupérer ce fil pour le passer après au travers du subscapulaire. Là, vous voyez un petit switching stick, une petite tige métallique qui va passer au travers du subscapulaire, qui va me guider. Je vais récupérer mon fil au travers du subscapulaire qui est juste là, passer mes fils avec un endobouton et le biceps qui va suivre, et je vais le passer au travers du subscapulaire. Donc là, je suis à l'intérieur de nouveau de l'épaule. Le subscapulaire, il est ici, la glène, elle est là, et je vais passer mon biceps au travers de la glène et je vais fixer mon endobouton derrière. Et à la fin, j'ai mon biceps qui passe devant le subscapulaire, d'accord ? Et donc, il va venir ajouter un élément dynamique qui n'existe pas, un peu comme dans les butées. Et puis, je vais finir en réinsérant le bourrelet par-dessus pour essayer d'optimiser la stabilisation, parce que tout le problème de ces patients-là, et Jean-David l'a dit, c'est que réparer le bourrelet, souvent, quand même, ça ne suffit pas. Et donc, on essaye. L'idée de là derrière, c'est d'ajouter un élément de stabilisation en plus, un peu comme dans la butée, un nouvel élément de stabilisation qui est le biceps, qui va s'opposer à la translation antérieure de la tête humérale. Donc les épaules douloureuses instables sont complexes, il y a plein de petites lésions, rarement des grosses lésions. Parfois, il faut répéter l'examen clinique pour arriver à bien comprendre ce dont on se plaint le patient. Parfois, on ne sait pas si c'est en avant ou en arrière. Notamment quand les examens complémentaires sont normaux. Le minimum, c'est de faire un arthroscanner, qui est vraiment le meilleur examen pour voir des lésions. Et le traitement, en général, il commence par un traitement médical. Et si on est en échec, alors on va aller chercher à intervenir chirurgicalement, en sachant que c'est des patients qui ne sont pas non plus très simples à traiter chirurgicalement, parce que leur but, ce n'est pas d'empêcher qu'ils se luxent, c'est d'empêcher qu'ils aient mal. Voilà. Merci Julien.